Voilà, bonjour à tous pour ceux qui découvrent la vidéo. Vidéo qui est donc la deuxième du genre, concernée au traitement des tendinopathies de coiffe et qui tire son intérêt si vous avez vu et visualisé la première vidéo consacrée au diagnostic des épaules chroniques. Effectivement, là aussi, comme pour la première, il s'agit d'une présentation où je souhaiterais vous faire partager mon expérience acquise dans le domaine de la pathologie chronique de l'épaule durant les 25 ans d'activité libérale qui sont la mienne. Il s'agit donc de la deuxième partie. Elle est consacrée aux tendinopathies de la coiffe des rotateurs et leur traitement. La troisième partie, qui fait l'objet de la dernière vidéo, sera consacrée au traitement des pathologies restantes. Le traitement des tendinopathies de la coiffe sera vu sous l'angle médical et rééducatif et chirurgical. Le traitement de la coiffe répond à 3 points importants. De bien saisir la stratégie thérapeutique générale, qui est un élément essentiel, avec notamment la place très importante de la rééducation, de connaître quand même les principes du traitement chirurgical, même si cela s'adresse alors, c'est plutôt anecdotique, hein, c'est plutôt une indication pour le praticien de médecine générale ou le kinésithérapeute, alors que le premier point est un élément d'action. Enfin, le problème posé par l'indication opératoire, on verra, qui peut soulever des controverses ou des désaccords. Concernant la stratégie thérapeutique générale, elle se fait en 3 étapes et toujours en 3 étapes, ou 3 marches d'escalier en fait, du plus simple au plus compliqué. Tout d'abord, c'est la première étape, c'est celle du traitement symptomatique qui associe les INS et les antalgiques et la rééducation. Dans un deuxième temps, nous verrons l'étape de l'infiltration éventuelle de l'espace sous-acromial, toujours associée à la rééducation, et enfin la chirurgie, toujours associée à la rééducation aussi, ce qui fait tout de suite remarquer que la rééducation est présente à tous les moments. Attardons-nous beaucoup plus sur le traitement symptomatique qui va bien entendu concerner vous, médecins, omnipraticiens et kinésithérapeutes, plus que les autres étapes. Alors, ce traitement symptomatique aux premières étapes est indispensable et réalisé en général en parallèle avec la poursuite du bilan des examens complémentaires. Attention, ce traitement qui peut paraître banal est souvent sous-estimé. Il n'est pas assez puissant et trop court. La durée approximative est plutôt de 6 semaines à 3 mois que d'une semaine. Ça n'a aucun sens. D'autre part, il faut quand même que les antalgiques aient une efficacité. Le seul Doliprane couplé plus ou moins à l'ibuprofène est souvent limité. Il faut plutôt passer aux antalgiques de palier 2, quels qu'ils soient, et aux INS classiques, voire à la cortisone dans certains cas. Et bien entendu, vu l'importance prise par la rééducation, elle nécessite une rééducation adaptée. Ça peut être un problème. Le kinésithérapeute doit connaître la pathologie de l'épaule, je dirais, ou éventuellement renoncer. Justement, attendons-nous sur la rééducation, et là je vais m'adresser beaucoup plus aux kinésithérapeutes, évidemment. Vous avez devant vous un ensemble de points qui constituent en fait l'ordonnance idéale, celle qui est prônée par la Société française de rééducation de l'épaule, que j'ai un peu modifiée avec l'aide d'autres kinésithérapeutes, mais qui reprend les éléments clés. D'abord, il faut assurer une approche décontracturante, antalgique, anti-inflammatoire. Il faut rassurer le patient. Il y a quand même cette notion de kinésophobie qui n'est pas exceptionnelle. Les épaules malades sont contracturées au niveau du dos, au niveau des muscles périscapulaires, même le petit pectoral. Bref, autant de structures à identifier et à traiter. C'est-à-dire qu'une fois que le patient est relâché, mis en confiance, qu'on peut travailler le vif du sujet. Alors, à quoi on a affaire? On a affaire à des épaules douloureuses et des épaules généralement enraidies, et surtout avec des pertes du schéma moteur, une cinématique mauvaise. Il faut retrouver cette cinématique physiologique. Et il faut commencer par travailler la décoaptation acromiomérale, qui est perdue. Elle est perdue, l'épaule douloureuse se contracte, elle coapte. C'est-à-dire qu'on a, comme sur ce schéma humoristique, un sus-épineux écrabouillé. Et si vous exercez une traction axiale sur l'humérus, vous soulagez ce sus-épineux. Plus sérieusement en bas, sur le schéma, vous vous rendez compte de l'effet. La décoaptation acromiomérale est assez banale, elle est connue, mais
souvent négligée. L'expérience pratique le montre. Elle se travaille en position couchée. On se repose en position couchée, rarement assis ou debout. Il faut un patient relâché, qui réapprenne et chez qui on va décomposer l'ascension de la tête humérale, pardon, l'élévation antérieure de l'épaule, qui est perdue, dont la cinématique est perdue, et qui comporte un temps de décoaptation physiologique. Dans un deuxième temps, il faut aussi recouvrer les amplitudes passives, physiologiques, avant tout travail actif, c'est fondamental. Si vous faites du renforcement musculaire sur une épaule qui n'est pas liée, on obtiendra des mauvais résultats ou des catastrophes. Ça se voit encore souvent. Le renforcement musculaire peut alors, plus tard, s'adresser à des muscles plutôt qu'à d'autres, notamment les abaisseurs de la tête humérale pour réaliser de la décoaptation humérale active, ce qui est fondamental, et également des muscles qui vont effectuer une coaptation de l'élan huméral, entrant dans le contexte de la prise en charge de type CGE pour la pathologie de la rééducation de l'épaule. Mais il faut faire attention, c'est un concept intéressant, tout à fait valable, certes, mais qui peut entraîner une certaine confusion chez certains. Il s'agit de coapter la glénon humérale par le renforcement des rotateurs et non pas de coapter l'espace acromihuméral. Évidemment, il ne faut donc jamais effectuer de renforcement des élévateurs, tels que le deltoïde, ce qui se fait souvent d'ailleurs en salle de musculation, en salle de sport. Donc pas d'abduction active. On a encore de temps en temps des gens qui travaillent l'abduction active et qui ont mal. De toute façon, si le patient a de plus en plus mal, il faut se poser des questions. Voilà un peu pour ce chapitre de la rééducation, qui est fondamental. La rééducation accompagne tout le temps la prise en charge de l'épaule. La deuxième étape, c'est le traitement médical bien mené, classique et jugé inefficace. On peut passer à l'infiltration sous-abdominale de cortisone, bien plus puissante, et qui n'a pas les inconvénients aussi marquants qu'un anti-inflammatoire ou encore pire qu'une cortisone appliquée par voie générale. Alors elles sont éco-guidées, donc réalisées par le rhumatologue équipé ou par un radiologue. Les indications idéales, c'est les coiffes non rompues, édémateuses, évidemment. Là, on peut quand même imaginer que l'action cortisonnée sur l'œdème va provoquer une marche arrière et puis une restitution du volume normal du susépineux. Mais alors attention, c'est parfois théorique. Il faut se fier à ce qu'on observe. Un succès durable est toujours bienvenu. Bien entendu, je ne parle pas des contre-indications médicales. Il existe une autre indication idéale, c'est l'arthropathie acromioclaviculaire. Alors c'est franchement idéal parce que ça marche très bien, mais elle est généralement effectuée de manière éco-guidée. Les inconvénients de l'infiltration, je parle uniquement de l'aspect spécialisé épaule, là, je ne parle pas du contexte diabétique ou autre, c'est l'effet catabolytique de la cortisone sur le tendon, raison pour laquelle il faut limiter les infiltrations sur une année à 3 injections, et qu'on peut dire que c'est discutable sur une coiffe rompue ou qui est susceptible d'être réparée, puisqu'on va alors péjorer le résultat du traitement chirurgical. Attention, l'infiltration est une mesure complémentaire de la rééducation uniquement, et aussi d'un arrêt d'activité. On a des gens qui se font injecter pour continuer leurs activités, ça marche rarement. La troisième étape, c'est le traitement chirurgical, lui aussi couplé à la rééducation, c'est la dernière étape. Donc son indication, au moins théorique, c'est les échecs des étapes précédentes, surtout de la première, à condition que celle-ci soit correctement effectuée. Effectivement, il n'est pas rare de devoir recommencer la première étape avant de poser une indication opératoire. Précisément, l'indication opératoire reste une décision complexe, beaucoup plus qu'il n'y paraît, et qui fait intervenir de très nombreux paramètres, qui vont faire qu'on va avoir une indication posée de manière plus ou moins précoce, et qui sera vraiment au cas par cas. Quoi qu'il, nous discuterons de cette indication opératoire au chapitre dédié, en fin d'exposé. La chirurgie est toujours associée à la rééducation, on l'a dit, avant et après l'opération. Avant, préparer l'opération éventuellement, donc on fait la rééducation de l'épaule. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on passe à la chirurgie, mais au moins ça aura le mérite de préparer l'épaule, de l'assouplir, de mettre le patient en confiance, de mettre le patient, disons, en communication avec son kiné, qui du coup le connaît avant l'opération et après l'opération. Autant d'éléments qui améliorent le résultat final. En post-opératoire, il faut assurer là aussi l'antalgie, retrouver la mobilité physiologique et aussi très accessoirement la force. Attention, le but n'est pas de faire de la musculation après une intervention, le but est de retrouver la mobilité d'une épaule. Les lois sont les mêmes que sans intervention.
On a passé en revue la stratégie thérapeutique générale, elle est fondamentale, elle concerne tous les intervenants. On peut s'attarder un peu maintenant sur le principe de traitement chirurgical, lésion par lésion. Il y a les principes généraux du traitement chirurgical, il y a toujours la même logique. Il y a après à aborder les spécificités du traitement des coiffes non rompues contre les coiffes rompues, qui se distinguent des coiffes rompues, parler des suites post-opératoires en général, au vu des progrès effectués notamment, et des complications de la chirurgie. Alors le principe général d'un geste chirurgical, il est fait sous arthroscopie pour la coiffe des rotateurs, maintenant couramment depuis 2006-2010, selon les centres et les régions de France. Il y a des traitements indirects, directs et des traitements de lésions associées, toujours. Le traitement indirect, c'est le geste osseux dirigé contre le conflit sous-acromial. Je mets entre guillemets pour ceux qui n'y croient pas. Bon, il est toujours fait. La pratique montre qu'il est pratiquement toujours fait. L'acromioplastie, c'est le fait d'alléger le tunnel, la partie osseuse du tunnel, et de donner de l'air, de la place au sus-épineux et à son muscle. Les traitements directs se font sur les tendons, quels que soient les tendons. Beaucoup de solutions sont possibles, de nettoyage, débridement, coblation, peut-être qu'il n'est pas intéressant de s'attarder. Nous avons des réparations, des transferts, des sections, tout ce qu'on veut. Il y a également des synévectomies, c'est-à-dire qu'un tendon rompu ou une zone articulaire bourrée, envahie de bourgeons inflammatoires douloureux peut être excisée, ce qui apporte beaucoup. Ça, ce sont les gestes directs sur les tendons. Enfin, il y a le traitement des lésions associées, essentiellement se réaliser sur l'articulation acromoclaviculaire, que sont la résection ou parfois un geste un peu plus restreint. Il est parfois intéressant de ne pas oublier de traiter les lésions associées. Alors, c'est pas dramatique, ces lésions peuvent être aussi traitées par voie médicale, par infiltration. Mais globalement, les 3 temps doivent toujours être envisagés. Voilà pour les principes généraux. Maintenant, si on s'intéresse aux différents cas de figure, si on reprend nos différents stades lésionnels de la coiffe du rotateur, on peut déjà dire une chose. Retenons que ces différentes lésions ont un potentiel évolutif et qu'une grande loi en chirurgie et en médecine, c'est de dire plutôt on agit, mieux ça vaut s'il y a une évolution qui va spontanément vers l'aggravation. On a peu d'évolutions qui vont vers l'amélioration, on a des stagnations. Il faut différencier l'évolution anatomique de l'évolution clinique. Ne jamais oublier qu'un sus-épineux rompu ne guérit jamais. Une rupture transfixiante ne guérit pas, elle reste béante. Elle sera plus ou moins bien supportée. Entrons dans le vif du sujet et le traitement chirurgical des tendinopathies sans calcification et donc non rompu. L'image que vous voyez. On a là le geste d'acromioplastie qui est fondamental. C'est la lutte contre le conflit entre le tendon, qui est le contenu, et l'os, le contenant. On résèque de l'os, c'est un alésage, on va donc faire de la place. Et ça a l'avantage aussi d'apporter une pluie de plaquettes, ce qui, quelque part, constitue peut-être même un effet d'injection PRP. Le long biceps, la deuxième pathologie fréquente, rappelez-vous, on les individualisait par les seules irradiations douloureuses. Le long biceps, eh bien, lui est traité par soit une section, soit une fixation, soit un nettoyage. Parfois, il est laissé en l'état s'il n'est pas trop inflammatoire. Et l'arthrose acromioclaviculaire, elle, est traitée par une résection. Cette arthrose acromioclaviculaire gagne à être traitée dans le même temps. Aucune de ces 3 pathologies est couramment opérée quand elle est isolée. C'est surtout l'association des 3 qui l'est. Il est assez rare en effet d'avoir une indication opératoire retenue pour un sus-épineux isolé inflammatoire ou pour un long biceps malade, une arthrose acromioclaviculaire qui répond généralement au traitement médical. Ce qui devient chirurgical en général, c'est l'association des 3, raison pour laquelle j'ai mis cette image. Qu'en est-il des tendinopathies avec calcification? Elles ont une particularité propre déjà dans leur évolution. Il s'agit d'une pathologie courante qui survient chez des gens plus jeunes. Les pics sont entre 35 et 55 ans, et on n'en a pas chez les gens plus âgés, difficilement de savoir pourquoi. C'est une pathologie à l'évolution un peu particulière, très longue souvent, mais souvent asymptomatique, et il arrive après une crise catastrophique extrêmement dure, mais ça nous replace dans le cas des épaules aiguës d'une autre vidéo, que finalement la pathologie se résorbe d'elle-même, que la calcification arrive à disparaître, l'organisme étant capable de faire disparaître ces calcifications lui-même. Ce qui est par contre certain, c'est qu'au bout d'un certain temps, environ 6 mois, on est pratiquement sûr que l'organisme n'y parviendra plus. Ou du moins, au fur et à mesure qu'on s'approche d'1 an d'évolution, les chances de guérison spontanée diminuent.
Et la calcification demeure alors, donc comme dans ces deux exemples, des véritables épées de Damoclès pour les patients. La douleur liée aux effritements de calcium dans l'articulation provoque des crises microcristallines très pénibles et menaçantes. Il faut donc envisager le traitement. Je ne m'attarde pas trop sur, alors là, le traitement médical garde toute sa place, on a déjà vu, je parle de geste chirurgical. Les ponctions, triturations rhumatologiques, bon, c'est un sujet à part, peu de chirurgiens apprécient cette approche. Je me contenterai de parler de l'exérèse chirurgical. Alors c'est en arthroscopie le geste le plus simple à effectuer, qui est simple pour un spécialiste, et qui est couronné de succès dans la plupart des cas. C'est le résultat le plus facile à obtenir. Il est associé ou non à une acromioplastie selon l'aspect de l'acromion. Parfois, il faut réparer. Effectivement, quand vous avez comme en bas une énorme calcification, son exérèse aboutit à un véritable trou, une rupture transfixiante iatrogène, et il faut procéder à une réparation. Mais généralement, les résultats sont très très bons et assez facilement acquis. Passons maintenant au chapitre des coiffes avec rupture. Souvenez-vous, dans l'évolution des lésions et la listing des différentes lésions qu'on a abordées dans la première vidéo, sur le diagnostic, nous avons des ruptures partielles. Comment gère-t-on des ruptures partielles quand il faut les opérer? La chromoplastie généralement réalisée, l'attitude vis-à-vis des ruptures partielles, généralement, on peut se contenter d'un débridement si la rupture est pas trop importante. Si elle est pratiquement presque transfixiante et que le tendon ne tient plus qu'à un fil, il est logique d'ôter ce fil et de réparer le tendon, de fabriquer une rupture transfixiante exprès et de le réparer. Les ruptures transfixiantes ensuite. Alors ça, c'est des vrais trous. Alors le plus classique, c'est le susépineux. 70% des ruptures, c'est celui-là. Rupture assez simple, peu étendue, qui ne guérit pas, cependant, et qui menace de s'étendre, on l'a déjà vu. Traitement par acromoplastie et réparation, ici en double rangée du susépineux, réparation souvent assez solide qui permet une mobilisation rapide, on y reviendra. On peut avoir une rupture qui intéresse des tendons situés plutôt à l'avant, qui vont donc concerner le susépineux, le sous-scapulaire, avec un long biceps par exemple qui se luxe. Et bien là, c'est pareil, c'est une réparation point par point. Si la précédente diapo montrait une rupture isolée du susépineux qui peut éventuellement ne pas être chirurgicale si elle est bien supportée, il n'en est rien des temps de rupture du sous-scapulaire. Bien ou mal supportées, elles doivent être réparées, elles ne guérissent jamais et leur impact est considérable sur la désorganisation de l'épaule. C'est un peu la même chose pour le sous-épineux. On peut avoir une rupture, souvenez-vous, des extensions postérieures du sous-épineux allant vers le sous-épineux. Une fois que la rupture atteint le sous-épineux, elle est facilement mal supportée et sa réparation est beaucoup plus systématique que le sous-épineux tout seul. Mais c'est surtout le sous-scapulaire qui supporte mal l'absence de réparation. Voilà des exemples de réparation d'une extension vers l'arrière ou vers l'avant. Alors, l'aboutissement topographique, on l'a vu, c'est l'extension à 3 tendons, les grandes ruptures, les ruptures larges. Alors là, ça se corse. Plusieurs attitudes. On va avoir des réparations possibles et des réparations d'emblée impossibles. Qu'est-ce qui est possible? On peut ce sont des tendons qui sont assez souples, qui vont se prêter à la mobilisation et à la réinsertion sur l'os. Mais ça, c'est difficile à prévoir avant d'opérer. On a donc un constat d'irréparabilité qui va être fait parfois déjà au stade de l'arthroscanner, parfois seulement durant l'intervention. Et c'est une mauvaise surprise alors. On peut avoir des réparations solides, quand ça se présente bien, où il y a par exemple ici une double rangée, où les tendons tiennent en place, ou une réparation précaire, où ils sont réinsérés de manière ectopique, on va dire, puisqu'on n'a pas pu les mettre là où il faudrait, sur la grande tuberosité, qui est marquée en rouge ici, parce que simplement nous n'avions plus assez de matière ou plus de souplesse. Là, la réparation précaire peut nécessiter de plus grande prudence dans les suites, et c'est avec cette réparation précaire qu'on a un diagnostic aussi beaucoup plus mesuré. Si un susépineux isolé va vous donner 95% de guérison possible, ou 90% disons, 3 tendons avec réparation précaire, le susépineux est menacé de rupture jusqu'à 30%, voire plus. On verra le problème des récidives de rupture au chapitre complications. Les ruptures peuvent être larges et irréparables, soit de constatation préopératoire, au vu des examens complémentaires, soit aux constatations péropératoires, pendant l'intervention. On peut alors procéder à une réparation partielle des rotateurs eux-mêmes, le sous-épineux, le sous-scapulaire, toujours préférable à l'ostension, si le sous-épineux est irréparable. Maintenant, si vous avez un sus-épineux et un sous-épineux totalement irréparables et que le patient nécessite vraiment d'avoir une épaule qui fonctionne
parce qu'il a encore l'âge pour et qu'on n'est pas dans d'autres indications, il faut effectuer un transfert tendineux du grand dorsal qui va lui restaurer la rotation externe. Mais c'est une chirurgie déjà beaucoup plus ambitieuse et là qui est à ciel ouvert ou disons assistée par arthroscopie. C'est déjà un geste chirurgical plus conséquent. Le dernier point du traitement des coiffes rompues, c'est les ruptures larges, irréparables, pour lesquelles on ne peut vraiment rien faire de tout ce qui a été précité. Soit que l'extension est encore beaucoup plus importante, soit la personne plus âgée, le terrain mauvais, soit que vous avez une prolifération synoviale inflammatoire invraisemblable, on ne peut plus rien proposer, l'arthrose menace. Vous avez alors deux solutions. C'est souvent des personnes âgées. Elles sont victimes après traitement rééducatif, elles présentent toujours, pardon, après traitement rééducatif, une douleur, mais sans impotence. Une arthroscopie avec nettoyage simple, ce qu'on appelle une acromioplastie palliative. On nettoie l'articulation, la débarrasse de ses becs osseux, une section du biceps, permet d'obtenir une antalgie tout à fait correcte, et c'est la rééducation pré- et post-opératoire qui va assurer la mobilité. C'est une hypothèse tout à fait rencontrée et qui donne de bons résultats, qui surtout morbidité relativement faible. En revanche, si vous avez affaire à une personne en train de perdre son autonomie de vie, qui souffre le martyre avec impotence fonctionnelle, il faut faire une prothèse inversée, avec ou sans transfert du tendon du grand dorsal. Alors, abandonnons maintenant le principe des traitements chirurgicaux. Vous voyez que nous avons parlé de prothèses dans les dernières indications opératoires. Elles seront un peu développées au chapitre prothèse, qui est la dernière vidéo de cette trilogie. Quelles sont les fuites post-opératoires communes à l'ensemble des traitements chirurgicaux des tendons de la coiffe des rotateurs? L'antalgie est assurée par le traitement symptomatique en post-opératoire, non pas sur moins d'un mois, mais sur 2 à 3 mois, voire plus, et souvent interrompu trop tôt. Alors bien entendu, ça sous-entend qu'on puisse supporter les antalgiques et les anti-inflammatoires. C'est une autre affaire. Le traitement symptomatique, l'antalgie est aussi assurée par l'effort de rééducation à un moment donné. Je passerai au passage une diapositive suivante sur l'intérêt du cathéter, qui assure une antalgie tout à fait particulière de 48 premières heures, qui assure une anesthésie locale continue à domicile, propre à la clinique Rénin. On reviendra dessus dans la diapo suivante. Ensuite, il faut enseigner aux patients gestes et postures. Alors ça, c'est très important. Les bons gestes évitent les douleurs et une bonne posture, un bon sommeil, permettent un bon sommeil. Effectivement, on leur explique qu'il faut dormir pas complètement allongé, un peu dans la position du relax et sur le dos, ce qui est possible si vous n'êtes pas allongé à plat. On leur apprend à la clinique, lors également d'enseignements qui sont réalisés en préopératoire, tout comme les gestes. Grosso modo, on peut autoriser même des réparations de coiffe conséquentes à effectuer quelques gestes pour la vie à domicile, à condition que les coudes soient situés près du corps. Ça introduit le thème de l'immobilisation, question extrêmement posée par les patients. Combien de temps je vais te bloquer? On entend 6 semaines, 6 mois, je ne sais quoi. Non, elle sera la plus brève possible. De quelques jours à aucune, en cas de non-réparation ou de réparation solide, et jusqu'à 4 semaines dans les réparations difficiles, on privilégie la reconstitution anatomique. Mais c'est assez peu fréquent. On a envie d'avoir une immobilisation la plus courte possible. On enseigne des exercices d'auto-rééducation immédiat, prudents, qui permettent d'entretenir la mobilité de l'épaule et d'avoir un effet antalgique certain, d'éviter les raideurs prématurées. Et on autorise des activités minimales de la vie quotidienne qui sont autant d'effets de rééducation autonome également. Ensuite, le dernier point, la rééducation va reprendre, elle est essentielle, on l'a dit déjà de nombreuses fois, elle est débutée à la fin du premier mois, les kinésithérapeutes le savent, et elle respecte des règles strictes qui sont surtout retrouver la mobilité passive avant toute autre chose et assurer aussi l'antalgie. Il faut se référer pour cela au chapitre rééducation qu'on a déjà développé. Donc comme j'ai annoncé, un petit mot sur l'anesthésie locale continue à domicile qui donne de très bons résultats. En fin d'intervention, avant que le patient ne soit réveillé, on met un petit cathéter placé dans la zone opérée et par lequel va couler un produit anesthésique administré à la clinique et à domicile grâce à une petite pompe autonome. Ce cathéter est introduit dans le muscle du sus-épineux, ce corps charnu où circule aussi le nerf suprascapulaire qui innerve la coiffe qui est visée par cette anesthésie. C'est surveillé par une infirmière dédiée et ça donne de très bons résultats, on a 85% de taux de satisfaction. Dernier chapitre de ce traitement des tendinopathies de coiffe, ce sont les complications du traitement chirurgical. Nous avons des désagréments à distinguer des complications vraies.
Alors, les désagréments post-opératoires, je passe sur les intolérances aux INS ou aux antalgiques, hormis le fait qu'il est mauvais d'interrompre systématiquement l'ensemble. Il n'est pas bon d'entendre ce qu'on entend parfois. On m'a dit de tout arrêter puisque je ne tolérais pas. Non, parce qu'on ne sait pas à quoi vous êtes allergique. On ne sait pas à quoi vous êtes intolérant si vous arrêtez tout d'un coup et puis vous vous retrouvez avec rien. Donc attention, on ne passe pas d'un traitement complet à un petit Doliprane. Les gens vivent l'enfer. Alors, plus important, c'est de considérer les hématomes et les gonflements des doigts qui sont généralement liés à un défaut de mobilisation. Il faut distinguer un hématome discret du bras ou du pli du coude parce que les gens sont debout et sont bras pliés, ils ne se bougent pas assez. Alors, il y a aussi les hématomes historiques comme celui-là. On les rencontre généralement lorsqu'une anticoagulation est nécessaire en tant que traitement de fond. On ne va pas arrêter l'anticoagulation en post-opératoire pour autant. Donc on a un risque d'hématome, ça se traite par la glace, la mobilisation et surtout aussi les massages tout simples. J'en viens au problème le plus habituel qui est la crampe du biceps. Alors ça c'est courant, la gouttière bicipitale fonctionnant un peu comme une gouttière d'évacuation du sang de l'épaule, il n'y a pas de drainage en arthroscopie, et vous avez facilement irruption du sang sur le corps musculaire du biceps et ça fait mal. À part, au niveau du biceps, le Popeye, qui est lié à la section de la longue portion de biceps, qui ne menace pas la fonction de l'épaule, puisqu'il y a le court biceps, comme vous le voyez sur cette image. Et il est quand même dommage d'avoir encore des bilans échographiques qui font le bilan d'une boule au biceps. Ça n'a pas de sens, c'est volontaire. Ayant passé les désagréments, intéressons-nous maintenant aux vraies complications. On en a de 4 ordres essentiellement, mais dans tous les cas, il faut dédramatiser. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Nous n'avons pas, en la plupart du temps, et c'est une chance au membre supérieur, les mêmes conséquences qu'au membre inférieur, où la pathologie, la complication peut parfois engager le pronostic vital. C'est beaucoup plus rare au niveau de l'épaule. On n'a notamment pas les thrombophlébites. Alors, trop de douleur en pathologie de coiffe, c'est la godystrophie. Trop de raideur, c'est la capsulite. On abordera le problème des récidives de rupture après réparation et des infections, c'est-à-dire des cicatrices qui coulent. Qu'en est-il de l'algodystrophie? Alors l'algodystrophie, c'est un problème parce que tout au long de ma carrière, j'ai souvent eu affaire à des collaborateurs médicaux qui ricanaient en termes d'algodystrophie. Bon, aujourd'hui on ne ricane plus, c'est des gens qui n'ont pas de chance, ce ne sont pas des gens qu'on doit voir avec une certaine forme de condescendance amusée. Diabète, dysthyroïdie, anxiété importante, stress, peu importe, ou parfois absence d'autres problèmes, tout le monde peut faire une algodystrophie après une chirurgie. Il y a des gens qui font une algodystrophie à droite et pas à gauche. Euh, pour les patients, j'explique que c'est une hyperinflammation tardive. C'est le meilleur moyen de faire avaler la pilule et de ne pas rentrer dans des détails indéfinis, même s'il y a une participation neurodystonique, mais elle est difficile à faire comprendre. Le diagnostic est facile, il est quasiment anamnestique. Vous avez des patients décrits une brûlure tout à fait différente des suites habituelles, recrudescence des douleurs, brûlure qui réveille en deuxième partie de nuit, vite à caractère insupportable, et la survenue essentiellement entre le 15e et le 30e jour. Il y en a à d'autres moments, jamais avant, sauf si l'algodystrophie préexistait à l'acte opératoire. Elle nécessite la mise en route d'un traitement spécifique, issu des techniques et des protocoles de médecine de la douleur reposant sur la gabapentine et le laroxydose filet avec d'excellents résultats. Il n'y a personne qui dise qu'ils ne sont pas améliorés. Parfois pas suffisamment, mais ils sont toujours améliorés, notamment dans leur composante nocturne. Et c'est fondamental. L'algodystrophie fonctionne un peu comme une boule de neige. Ça grossit au fur et à mesure qu'elle avance. Ça fait de la mousse. Évidemment qu'il y a un aspect psychologique, mais il ne faut pas le renier, mais il ne faut pas non plus en ricaner. Quand on a mal à ce point-là la nuit, euh, tout le monde va avoir un impact psychologique à la longue. Alors pour les patients non formés, on leur dit que l'inflammation de l'algo s'oppose à l'inflammation ciblée qui est normale vis-à-vis d'un tendon du suivi un long biceps, autre chose, et que l'algodystrophie c'est une inflammation excessive, diffuse, incontrôlée de l'organisme. L'organisme ne se trompe, ils l'admettent assez facilement. Et ça les déculpabilise aussi. Ça peut aussi déculpabiliser un kiné qu'on a chargé un peu trop facilement d'être responsable de cette algodystrophie. Pareil pour la capsule rétractile, c'est quoi? C'est l'hypercicatrisation. La capsule rétractile, c'est ce qu'on leur dit, avec le même contexte étiologique. On peut passer par le stade d'algo ou pas, ce qui définit les capsules chaudes des capsules froides, entre guillemets. La raideur excessive est liée à l'excès de production de fibrine, c'est-à-dire de colle pour les gens. L'adaptation thérapeutique sera la focalisation du travail de rééducation.
La capsulite survient souvent plus tard. Elle peut survenir vers le deuxième, le troisième mois. Elle est facile à comprendre. C'est grâce à la liberté des récessus capsulaires qu'on peut bouger l'épaule. Eh bien, si vous comblez ces récessus par de la fibrine, vous ne les bougez plus. Maintenant, le problème des récidives de rupture. Alors, il y a que les menteurs, parmi les chirurgiens, qui vont vous dire qu'ils n'en ont pas. On admet globalement que dans 10% des cas, on a toutes réparations confondues, on a des récidives de rupture prouvées. Ça veut dire que les non prouvés existent, c'est-à-dire qu'en fait, on en a plus que 10% des cas. Mais il ne faut pas confondre récidive de rupture anatomique à échec du traitement. Ce ne sont pas directement superposables. Alors pourquoi il y a des récidives de rupture? C'est un problème de... On peut avoir bien sûr les tendons de mauvaise qualité. Alors là, c'est très important. On a les patients de moins de 50 ans qui parfois ont des ruptures isolées du sus-épineux. Tout s'annonce simple, tout le monde est optimiste. On annonce un bon résultat à 90% de chance, et puis il récidive. Et 2 fois, et 3 fois. Là, l'ambiance se dégrade. En fait, il s'agit de tendons génétiquement atteints dans leur structure. Peut-être d'origine virale, on ne sait pas. On peut avoir un autre problème, c'est simplement l'os de mauvaise qualité chez le patient ostéoporotique, quelle que soit l'origine, que ce soit la ménopause, donc hormonale, ou alcoolique, qui n'est pas rare, et les ancres ne tiennent pas. Mais on a aussi l'excès de zèle, un bon montage chez un patient qui va très bien, qui va trop bien, qui respecte pas trop les consignes, qui s'ennuie à la maison et qui est trop tôt actif. Sans compter les accidents, chute dans les escaliers parce qu'on est en train de déménager, etc. On voit de tout. Alors là, évidemment, comment on évoque la récidive de la rupture? Généralement, c'est le kinésithérapeute qui constate une dégradation clinique avec apparition, réapparition d'une douleur excessive, d'une mobilité qui se dégrade. On fait un bilan imagique, généralement une échographie, et on dit plein de choses. Oh là là, c'est une catastrophe, il faut tout refaire. Non, on attend du bilan imagique aucun commentaire particulier de l'examinateur du radiologue. Il faut simplement affirmer le diagnostic et le renvoyer au spécialiste. Il n'y a pas un échec chirurgical, est à voir par le chirurgien qui a traité, si possible. Prenons un exemple, une réparation un peu précaire, en bas à gauche, vous avez un premier échec anatomique, une douleur, on fait une échographie, on constate la présence de ces dilacérations entre les points, mais qui ne menacent pas vraiment anatomiquement l'ensemble de la coiffe. Il n'y a pas lieu de reprendre chirurgicalement cette épaule. Et même, une disparition complète du sus-épineux avec une conservation des 2 autres tendons ne fait pas non plus forcément l'objet d'une reprise systématique. Donc, la décision de réopérer est vraiment une affaire de spécialiste et il ne faut pas s'affoler. Qu'est-ce qu'il en est des infections? La dernière complication importante, elles sont particulières. L'infection post-opératoire au membre supérieur n'a rien à voir avec celle qu'on rencontre au membre inférieur, notamment en termes de gravité, là aussi. En effet, il s'agit dans 90% des cas d'infection subaiguë liée à des germes dont la pousse est lente, le majoritaire étant le Cutibacterium acnes, germe anaérobie et qui se développe dans les comédons de la peau et qui peut facilement être introduit, même par voie arthroscopique, dans l'épaule. Alors, il est responsable d'infections subaiguës qui ne sont pas moins préoccupantes. On a affaire à des épaules qui sont franchement douloureuses, très souvent, et qui ne sont pas expliquées par une algodystrophie, ou qui ne correspondent pas vraiment à une algodystrophie, et rapidement suivies de l'apparition d'une cicatrice très inflammatoire qui ne l'était pas, et qui assez rapidement va se mettre à avoir une bulle et à couler. Le liquide est abondant, clair, inodore, il ne ressemble pas à du pus. On a longtemps parlé de lipolyse. En fait, on sait maintenant que ce sont ces germes, essentiellement donc le Cutibacterium, parfois du staphylocoque blanc de type Epidermidis ou autre. Il ne s'accompagne pas d'un signe biologique marquant, pas d'hyperleucocytose, pas de DS, c'est déconcertant. Et la CRP, quand elle va monter à 50-60, rarement plus, et souvent rester subnormale, à 10 au lieu de 5, par exemple. Les prélèvements bactériologiques sont assez faciles à faire, en prélevant directement le liquide dans la plaie, qui est peu douloureuse en elle-même. Mais si vous cherchez du Cutibacterium, il faut demander une culture en pousse lente. Le laboratoire va souvent l'objectiver plusieurs jours, voire 15 jours après. Le traitement pour une infection à Cutibacterium sur une épaule arthroscopique et non pas une prothèse est parfois uniquement médical. C'est possible, inconcevable au membre inférieur, tout à fait concevable au membre supérieur, ce qui n'est pas tout à fait dans les cadres de l'adoxa classique, mais
L'expérience personnelle a montré qu'on a de bons résultats. Il s'agit d'utiliser de l'amoxicilline à dose forte, 6 grammes, parfois beaucoup plus encore, ou de la dalacine à dose normale. Deux antibiotiques qui sont très ciblés sur ce germe-là et qui sont efficaces. On a en 4 à 5 jours une normalisation clinique assez remarquable si on a pris en charge cette pathologie assez rapidement. Il faut 10 jours maximum de rougeur pour avoir un résultat. Si vous voyez le patient au bout d'un mois, c'est plus possible. Mais bon, c'est quand même un patient qui doit être vu par le chirurgien. La reprise chirurgicale n'est pas inéluctable, même si elle est quand même pas rare, elle existe. On va dire une fois sur 3 dans mon expérience. Voilà, nous avons passé l'essentiel du principe du traitement chirurgical, de la stratégie, et maintenant le chapitre beaucoup plus court mais épineux de l'indication opératoire. Alors pourquoi c'est épineux? C'est parce que ça revient à dire qui va-t-on opérer et qui ne va-t-on pas opérer, et qu'il faut savoir que deux contextes arthroscannaires équivalents ne seront peut-être pas traités de la même façon. L'un sera opéré, pas l'autre. Et c'est vrai que c'est parfois difficile à comprendre. Il faut d'abord suivre des principes fondamentaux. Mais ça s'adresse finalement aux chirurgiens, tout ça. Mais autant partager la réflexion pour bien comprendre l'indication opératoire. Il faut tenir compte de l'historique pour décider d'opérer. C'est du cas par cas. Tout le monde ne va pas avoir la même demande. Il faut évaluer l'impact aussi. Les gens sont gênés. À quel point les gens sont-ils gênés? Il y a des réparations qui ne sont pas à faire chez les gens qui ont peu de demandes. Il faut être honnête, évidemment. Pour un chirurgien, à mon sens, on ne propose que ce qu'on accepterait pour soi ou pour les siens. Ensuite, attention à la recherche des bénéfices secondaires, sans culpabiliser de manière outrancière le patient. On a quand même de plus en plus des patients qui n'ont pas une motivation majeure pour retrouver au travail, parfois avec des raisons tout à fait valables, et qui acceptent assez facilement l'indication opératoire, sachant que ce sera un coup près efficace en termes d'invalidité, ou ils se l'imaginent en tout cas. Et bien entendu, pas oublier de traiter les lésions associées, que ce soit une petite articulation acromioclaviculaire ou une pathologie du rachis. Il est exclu d'entendre encore aujourd'hui ce qui se dit en milieu chirurgical parfois. Ah si c'est mélangé à une pathologie du rachis, il vaut mieux laisser tomber. Non, il faut traiter les deux problèmes. Peut-être chirurgicalement les deux d'ailleurs. Alors quels sont, sans s'attarder plus que c'est nécessaire, ça pourrait prendre des heures, les paramètres qui sont susceptibles d'intervenir dans la décision opératoire? La tranche d'âge va jouer, l'état général aussi. Il y a des patients qui à 55 ans sont dans un état catastrophique et d'autres à 80 dans un remarquable état de conservation, on va dire. Le côté dominant ou pas va intervenir beaucoup en termes de maintien d'autonomie de vie. La motivation du patient est essentielle. Son adhésion aux informations préopératoires en termes de compression et d'intérêt porté aussi. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à son problème n'aura pas une bonne adhésion thérapeutique post-opératoire. L'importance de l'association des activités. Alors là, c'est important. Quelqu'un qui continue à travailler, on a quand même l'impression, en dehors d'un impératif professionnel majeur, on va voir, c'est pas la même chose que quelqu'un qui ne peut vraiment plus. Mais ça pose la question de savoir quel est le poste de travail. Attention, on s'est rendu compte que les postes de travail à haute responsabilité, qu'ils soient libéraux ou salariés, n'ont pas la même valeur en termes d'arrêt de travail que ceux qui ne sont pas à haute responsabilité. Tout entre en compte, et surtout la résistance au traitement médical, la résistance à la rééducation, élément fondamental, ce qui pose aussi point de savoir si elle est adaptée ou pas, bien entendu, la caractéristique des douleurs aussi, l'intensité, la résistance au traitement, l'imagerie aussi, bien entendu, mais malheureusement l'imagerie est souvent seule concernée. Beaucoup d'opérateurs dans le début de l'expérience, ça a été mon cas quand d'ailleurs j'étais encore en formation à l'hôpital public, on opérait des ruptures de coiffe ou des épaules douloureuses, mais on n'opérait pas des gens. C'est assez important de faire la notion d'une prise en charge globale. Attention aux antécédents d'algodystrophie et puis bien entendu au sentiment intuitif de l'opérateur. Quand on n'a pas envie d'opérer, on ne le fait pas. Tous ces paramètres sont en train d'être évalués et on essaie de les classer au sein et de leur coller un index dans le but de tenter d'avoir un score d'opérabilité. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé. Pour illustrer le propos et terminer l'exposé, on pourrait s'attarder sur des exemples de dossiers typiques. Alors sans vouloir être trop exhaustif, il y a quand même à peu près 6 dossiers classiques qu'on voit. Celui de l'artisan Monsieur H, l'artisan de 53 ans, artisan de son compte, une petite PME extrêmement engagée dans son travail, 6 mois d'évolution douloureuse, il fait fatiguer parce qu'il n'a pas le temps, mais il s'épuise, il n'est pas très serein, ça c'est évident, la mobilité reste bonne parce qu'il bosse, il a des lésions anatomiques relativement modestes,
mais il veut une solution radicale. On ne va pas le traîner en rééducation indéfiniment, on fait un acte opératoire. On pose l'indication opératoire. Une femme de 72 ans, retraitée active, qui jardine beaucoup, 1 an d'évolution douloureuse, elle n'a pas énormément de kiné, parce que là aussi, ça m'embête. Elle regarde une assez bonne mobilité parce qu'elle est tonique, et on constate qu'il y a une belle lésion isolée du fusil épineux, aisément accessible à la chirurgie, elle reste motivée. On fait quand même de la kiné un peu plus soutenue si ça n'avait pas été le cas, mais sur un mois. Et si ça ne marche pas, on peut poser sereinement l'indication opératoire. Un peu de manière plus nuancée, le cas d'un ouvrier de 59 ans en pré-retraite, métier dur, dans une grande entreprise où existe des possibilités de reclassement peut-être, 2 ans d'évolution douloureuse, nombreux arrêts de travail, une kiné très prolongée mais une mobilité qui reste assez mauvaise, des lésions anatomiques d'importance moyenne, un patient malgré tout peu motivé par la reprise du même poste, mais on est dans une impasse, 2 ans d'évolution. On ne prête pas avec mépris, on l'opère. Différemment, un patient retraité de 66 ans, très dynamique, un ancien artisan qui continue à travailler comme s'il était encore en activité, pas beaucoup de kiné parce que ça l'embête, une assez bonne mobilité, une assez grosse rupture de coiffe quand même, mais qui lui pose problème. Malgré sa crainte de l'opération, des privations, il veut retrouver son activité. On lui propose une kinésithérapie soutenue avant de passer à la chirurgie qui très vraisemblablement suffira. Pour terminer, à l'autre extrémité, les patients plus âgés, troisième, quatrième âge, bon, une patiente de 79 ans qui vit, un patient de 79 ans qui vit seul dans sa maison, qui n'a pas beaucoup d'activité, mais qui reste assez actif et qui surtout sent un peu, malgré une bonne kinésithérapie, son autonomie de plus en plus menacée. Il a une rupture qui n'est pas réparable. On peut lui proposer une indication opératoire pour nettoyage simple, puisque la mobilité est bonne. Dernier exemple, une patiente de 75 ans, retraitée peu active, avec un mauvais terrain, qui ne sort plus de chez elle, menace d'autonomie de vie, d'évolution sur 10 mois, pas forcément extrêmement longue, une kiné à domicile effectuée mais assez irrégulière, une épaule qui ne fonctionne plus, nécessitant des aides à domicile, la rupture de coiffe, bon c'est clair, elle est complète, l'extension de la tête humérale aussi, même si on n'a pas d'arthrose, on propose la mise en place d'une prothèse totale et inversée, ne serait-ce que pour éviter la perte d'autonomie de vie. On en reviendra là dans le domaine qui sera celui de l'omarthrose. Et bien voilà, l'exposé est terminé concernant la pathologie de coiffe et son traitement. Je vous remercie de votre attention.